Le Sahel est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. L'espace sahélo-saharien est devenu un arsenal à ciel ouvert qui alimente le narcoterrorisme. Malgré les crises qui le traversent, le Sahel reste une région extrêmement convoitée. Géopolitique du Sahel est un rendez-vous hebdomadaire dont le but est de mieux comprendre cette région et de cerner les enjeux derrière la rivalité qui oppose les grandes puissances pour son contrôle. L'émission est animée par Leila Gertal sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Géopolitique du Sahel. Eh bien, aujourd'hui, nous allons y revenir. L'actualité oblige. Nous allons donc revenir à la situation à Goma, donc cette ville stratégique de la République démocratique du Congo. La SADC, justement, cette communauté de l'Afrique de l'Est qui a été réunie à Harare le vendredi dernier, a prévu d'une autre rencontre. Il s'agit d'un sommet conjoint avec la communauté de l'Afrique de l'Est afin de réfléchir à un règlement sécuritaire. Géopolitique du Sahel sur Radio Ifriqiya FM. Voilà, maintenant que le décor est planté, nous savons de quoi on va parler. On va parler de la République démocratique du Congo. Bien sûr, actualité oblige. L'actualité, au fait, les événements se succèdent, se suivent de manière très rapide. Et nous allons en parler aujourd'hui avec notre consultant, Abdelkader Sofi. Vous êtes donc notre consultant Ifriqiya FM, professeur universitaire. Bonjour. Bonjour Lila, bonjour à toute l'équipe qui nous accompagne et à tous nos chers auditeurs. Bien sûr qu'on salue à Ifriqiya FM. Alors, Abdelkader Sofi, on le disait, la situation est vraiment grave. On pensait qu'il était question d'une semaine, peut-être de 2 semaines, mais là, on voit que ça évolue dans tous les sens et en même temps, et avec la même rapidité. C'est-à-dire que sur le plan sécuritaire, ça va très mal. Le M23 est à Goma, carrément, c'est la prise de Goma. La situation humanitaire, il y a des centaines de milliers de déplacés. C'est une véritable hécatombe humanitaire. Selon l'ONU, c'est l'un des mouvements de déplacés le plus grand que l'histoire donc de l'Afrique ait connu, bien entendu. Et maintenant, on se rappelle, c'est-à-dire que le dernier élément qui était entre nos mains, c'est juste le vendredi dernier. La SADC s'est réunie à Harare, donc la capitale du Zimbabwe, et ils avaient convenu un petit peu d'essayer de réfléchir à une plateforme pour ramener les deux parties à un consensus, pour essayer de sortir de cette crise. Il s'avère que ça n'a pas été concluant. Du coup, la décision a été prise d'aller vers une rencontre ou un sommet conjoint avec la communauté de l'Afrique de l'Est pour essayer à nouveau de réfléchir. Le seul point à ajouter, c'est qu'aujourd'hui, le Rwanda et le président rwandais, donc Paul Kagame, s'est dit quand même à apprécier cette initiative. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une lueur d'espoir ? Nous l'espérons, il y a toujours de l'espoir et il faut toujours travailler dans le sens à faire renaître l'espoir. Ce qui est sûr, c'est que ce conflit peu médiatisé et que peu de gens comprennent est un conflit complexe et oui, qui a pris racine depuis 30 ans, depuis les génocides qu'a connu le Rwanda. En 90. Donc ce conflit a des dimensions ethniques, politiques, économiques aussi, surtout. Oui. Alors, j'aimerais bien donc expliquer un peu oui, pour mieux rappel, comprendre. Ça... Vous oui, savez, oui. Quand il y a eu le génocide au Rwanda, cette minorité Tutsi qui a été justement, qui a subi tout ce génocide, est de retour au pouvoir. D'où le président Kagame. Bien sûr. Et que donc les Hutus se sont réfugiés au Congo. Ils se sont sentis marginalisés aussi. Très bien. Donc ils se sont installés là-bas depuis tout le temps. Et donc cette conflictualité a repris aussi une autre forme au Congo, où les deux ethnies allaient s'opposer encore une fois au pouvoir
entre Hutu et Tutsi. Donc le M23 est né en 2009 suite donc à la fin de cette guerre entre les deux partis et que le parti au pouvoir avait promis 2-3 postes, je pense, de ministère au mouvement, sauf que en 2012, ils ont repris aussi les armes car ils estimaient que... C'est cyclique, hein, il faut dire. Bien sûr, ils ont, que l'accord n'a pas été réglé. Mais au-delà de cela, si au Rwanda, on a pu trouver un consensus définitif, oui. Et que toutes maintenant les composantes de la société vivent en commun, en paix. Pourquoi ça ne peut pas l'être au Congo? Là, il y a d'autres facteurs politiques, surtout aussi, mais économiques. On dit qu'il y a des visées sur cette région-là de Kigali qui est très riche en Vous parlez de Kigali au Rwanda? Non, je parle de Goma. De Goma et de Kigali. Plutôt de Goma, qui est très très riche et l'est du Kivu, c'est-à-dire en ressources, notamment en terres rares, le cobalt qui représente, je pense, 60% de la réserve mondiale. Donc, le diamant, voilà. C'est très important. Et puis, il y a eu une naissance de groupes rebelles aussi, mais ces groupes rebelles, tant que ça ne composait pas une force homogène contre le pouvoir, cela donc n'était pas nécessairement une source de danger, car celle-ci et ces groupes-là allaient justement exploiter illicitement l'or, le cobalt et le diamant et autres ressources qu'ils revendaient d'une façon par intermédiaire jusqu'aux multinationales et les sociétés. Et il y a une complicité quand même, le silence. Voilà, oui. voilà. Alors très bien, donc Abdelkader Soufi, ça c'est pour ce qui concerne un petit peu, on a brossé une sorte de débauche parce qu'il faut absolument comprendre que c'est très très complexe ce qui se passe aujourd'hui. On a beau dire c'est des Hutus, c'est des Tutsis, qu'est-ce qui se passe entre le M23, qui sont les M23, ce sont tout simplement un groupe politique ou si vous voulez un groupe armé qui s'est rebellé ou qui a pris les armes pour protester, pour revendiquer. On dit qu'il est appuyé par le Rwanda parce que il faut comprendre que pour la majorité de cette composition du groupe du M23, ce sont des Tutsis. Donc on dit qu'ils sont appuyés par le Rwanda car juste à côté, en République démocratique du Congo, il y a le FDLR, c'est-à-dire les forces démocratiques de libération du Rwanda, qui pour la plupart sont des Hutus, en tous les cas en grande majorité. Et c'est ce qu'on reproche, parce que Kagame avait reproché au Congo de servir de base arrière pour ces forces-là, qui sont au fait ses ennemis. Les ennemis de Kigali et de Kagame, voilà, j'y arrive. Et c'est pour ça que, justement, le président rwandais se fait vraiment... il est persistant à vouloir en finir avec ses troupes. Donc c'est un petit peu complexe, parce qu'on ne peut pas dire Tutsi et Hutu, parce que les Hutus et les Tutsis existent également au Rwanda. Ce sont des ethnies. Le conflit n'est pas tout à fait ethnique. Le conflit est vraiment politique. C'est ce que j'ai dit au départ. Le conflit est politique, mais donc il se base essentiellement sur des gens qui suivent le courant politique. Alors, du moment qu'au Rwanda, ce sont les Tutsis qui sont au pouvoir, donc ils ont plus d'atouts Tutsis au Congo, et vice-versa. Les Hutus, qui représentent une menace maintenant pour le Rwanda, qui... pour les Rwandais, œuvrent à déstabiliser le pouvoir, à reprendre le pouvoir. Oui, il y voit donc je suis d'accord pour dire que le problème, c'est une manipulation ethnique à des fins politiques de la part des uns et des autres. Mais le gros, c'est que, vous savez, quand on va vers la base, vers les forces à la base, ce qui est important et intéressant, c'est comment vivre. Vous savez, le Congo dépasse les 2 millions, je pense qu'il est autour de 2 300 000 km², et qui est
un pays, on va dire, qui est bon, qui est riche. Sauf que le PIB, il est à peine à 0,025. Donc cette pauvreté que ressent le peuple, cette instabilité aussi sécuritaire, fait que les enjeux deviennent de plus en plus grands par rapport au pouvoir en place et par rapport aussi à l'opposition. Les enjeux pour qui, Abdelkader Sofi, pour expliquer encore mieux? Les enjeux, nous avons dit qu'au départ, ce sont des enjeux politiques. Vous savez que Laurent Désiré Kabila, à l'époque, qui a été aidé par le Rwanda et par l'Ouganda pour arriver au pouvoir et renverser le régime en place. Lui-même s'est retourné contre ses forces qui l'ont aidé. Il a chassé les Tutsis et en 2001, il a été assassiné. Donc il a été assassiné par son garde du corps et son fils a repris donc le pouvoir pour dire que cette instabilité politique à l'intérieur, cette insécurité qui se ressent à tous les niveaux et l'enjeu est à la fois est la menace. Pourquoi on ne veut pas qu'il y ait de stabilité? D'ailleurs, ce Congo qui est donc sur le fleuve du Congo, mais aussi qui donne sur l'Atlantique. Sur sa partie est, il y a aussi de l'instabilité avec le groupe FLNC de Katambela, je pense. Donc c'est aussi un autre souci, un autre problème pour le Congo, notamment dans cette région où on exploite du diamant rose. Pour dire que le Congo aussi, c'est une très grande réserve, pratiquement, on va dire, une jungle à l'intérieur du pays. Et le transport, les chemins d'accès sont difficiles de par la pluviométrie à longueur d'année. C'est un climat tropical. Il favorise justement la rébellion et il est difficile de... j'allais dire de la... En fait, c'est des sortes de maquis, quelque part. Parce que voilà. Donc, très difficile de déloger. Les routes ne sont pas faites. Ce qui fait, c'est ce qui crée cette difficulté. Donc, très bien. Justement, Abdelkader Sofi, il y a eu la conférence de Harare. Vous savez que l'Angola a été à un moment donné pas très loin, donc ils ont joué la médiation. Cette médiation angolaise n'a pas réellement abouti. Le Zimbabwe, le président zimbabwéen. Donc vendredi, il y a eu une rencontre de la communauté de développement de l'Afrique australe qui s'est réunie pour justement essayer de trouver peut-être des terrains d'entente, des consensus pour au moins, ne serait-ce que aller vers ce qu'on appellerait un apaisement pour pouvoir permettre aux populations de respirer. Vu qu'il y a un mouvement de déplacés de près de 500 000 quand même déplacés de cette région vers l'Ouganda. En un mois. Oui. Voilà, il faut dire tout à fait, depuis le début de janvier, depuis que le M23 a avancé. Dans tout ça, est-ce qu'on peut espérer une lueur d'espoir dans le sens où il y aura la rencontre, donc ils ont décidé d'une rencontre, d'un sommet conjoint des États de l'Afrique de l'Est qui concernera la question de la République démocratique et le Rwanda a tout de suite réagi positivement. Est-ce que cela veut dire que c'est une main tendue finalement? Oui, alors il faut dire que quand même ce conflit n'a que trop duré. Et parce qu'on ne s'est jamais attaqué aux vraies raisons et aux vrais problèmes de ce conflit, qu'il soit d'un ordre ethnique, politique ou économique. Oui. On parle de 4 à 6 millions quand même de morts depuis 30 ans. Oui. C'est énorme. Et puis avoir 500 000 déplacés en un mois, c'est énorme aussi. Parce que rappelez-vous la fin du génocide et donc au Rwanda, il y a eu quand même 1 million de déplacés d'Hutus qui ont fui le Rwanda vers le Congo. Aujourd'hui, donc il y a eu ces tentatives notamment de la SADC qui a essayé de mieux voir, vendredi, de composer, qui a le mérite justement d'exister, de travailler. Maintenant, dire que le Rwanda est favorable,
Je dirais que 70% de la solution pourrait passer par là, car le M23 est soutenu par le Rwanda. Le Rwanda, jusqu'en 2023, donc refutait toute implication directe ou indirecte dans ce conflit, sauf qu'après 2023, a cessé donc de répondre aux accusations, et aujourd'hui, elle soutient avec un nombre de 300 000 soldats quand même. Donc, en définitive, si le Rwanda accepte, ça veut dire qu'il y a une solution, il y a une possibilité de solution. Voilà. Donc, juste pour la précision, Abdelkader Sofi, on sait que le Rwanda est membre de cette comité de la SADC. Voilà, de la communauté de l'Afrique de l'Est, l'EAC. Donc, ils sont membres et ils ont accepté, puisque apparemment, le ministère rwandais des Affaires étrangères, je le cite, a salué le sommet conjoint proposé dans un communiqué qu'il a publié dimanche. Et ils disent même avoir systématiquement, je reprends les propos, plaidé en faveur d'une solution politique au conflit en cours. Cela veut dire que le Rwanda semble enthousiaste par rapport à cette proposition. Je pense que si le Rwanda donc accepte et est enthousiaste, donc voilà, pas car le M23, l'action du M23 qui a été vaincue, rappelons-le, en 2029 et qui est revenu donc aux affaires, donc à cette conflictualité, est soutenu aujourd'hui, on le sait, par le Rwanda. Maintenant, il y a justement ces groupes de réflexion, on va dire, d'intérêt qui tentent un peu de déminer, que ce soit la SADC ou l'AEC. l'AEC. Mais surtout, il y a des pays pesants en Afrique qui ont commencé à bouger, notamment l'Afrique du Sud et surtout l'Algérie, qui commencent donc à aller vers une médiation et à chercher une médiation. Et nous savons que diplomatiquement, l'Algérie est forte sur ce plan-là. Elle peut arriver à trouver un consensus et un compromis entre tous. Mais ce n'est pas qu'un arrêt ou un cessez-le-feu. Ce n'est pas ce qui est, mais un vrai règlement, un règlement profond aux questions. Si le Rwanda a pu revenir aujourd'hui, c'est parce qu'il a accepté la situation et il a accepté aussi surtout la concorde. Maintenant, ce qui est intéressant pour les uns et les autres, c'est de trouver ce consensus de paix et une concorde civile et politique et étatique entre les deux États pour arriver à une solution définitive et durable. Très bien. Abdelkader Sofi, gardez l'idée parce qu'on va revenir là-dessus, surtout par rapport à la médiation de l'Algérie qui s'est proposée tout de suite après le jingle. Géopolitique du Sahel sur Radio Ifriqiya FM. Voilà, nous sommes de retour. C'est vrai que lorsqu'on parle de cette proposition, lorsqu'on parle du fait que l'Afrique du Sud se penche sur la question, c'est parce que la situation est alarmante. On ne peut pas laisser faire sur le terrain. Il est vrai aussi que ce qui se passe aujourd'hui dans cette région frontalière avec le Rwanda, c'est-à-dire à Goma, une ville vraiment stratégique, l'Est du Kivu, qui n'a jamais vraiment connu de répit. L'on sait, ce n'est pas vraiment un secret, Abdelkader Sofi, que cette région est, si vous voulez, en proie et elle est le théâtre de plusieurs facteurs, comme vous le dites souvent, et assez souvent, de facteurs exogènes. C'est-à-dire que la solution pourrait venir de l'intérieur, pourrait venir entre les frères, parce que franchement, il y a beaucoup de points communs qui pourraient réunir les deux pays, y compris le côté ethnique, parce que les Tutsis et les Hutus sont un peu partout. Donc, on a finalement instrumentalisé quelque chose de positif en quelque chose de négatif, à savoir diviser pour mieux régner. Et cet esprit existe, c'est-à-dire cet esprit post-colonial existe, hélas, encore, s'illustre très bien dans cette région du pays, ou de l'Afrique plutôt. Vous savez que le Congo, et il faut le dire, a souffert du colonialisme belge, pour revenir, et il a pris son indépendance en 1960, et que de 60 pratiquement à 65, c'était vraiment une instabilité chronique extraordinaire. Et même si, donc, avec le temps, on va dire,
les forces locales ont su trouver le moyen de comment reconstruire ou construire un pays assez intégré dans ces structures. Cela n'empêche que des fois, les ressources composent à la fois un atout majeur, mais ça peut être aussi une source de malheur pour les pays. Oui, au fait, c'est un classique pour l'Afrique. Bien sûr, non, mais c'est comme si c'était un manuel, j'allais dire, colonial qui a été utilisé, usité par des forces souvent occultes qu'on ne voit pas, par personne interposée à la carte, et qui fait qu'il y ait qui fait qu'il y ait de la manipulation. La plus grande des armes, la plus dévastatrice, ce n'est pas la bombe nucléaire ou la bombe H, c'est la bombe sociale. La bombe sociale, quand on arrive à la manipuler, à la mettre en marche, le génocide, l'extermination, elle est assurée des deux parties. Oui, on l'a vu avec le Rwanda. C'est ce qui s'est passé au Libéria, c'est ce qui se passait au Rwanda. Et vous savez que de l'Afrique contemporaine, on va dire l'Afrique indépendante, pour qu'on n'oublie pas, le premier génocide a été dans le Biafra, au Nigeria. Et on sait qui l'a manipulé. Les Français étaient derrière. Le Rwanda ou le Libéria, les Français étaient derrière. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui dit qu'eux aussi ne sont pas derrière cette manipulation des ethnies dans cette région. Parce que, regardez, on a beau dire que le problème est politique. Oui, c'est vrai, il est politique. C'est vrai qu'il est économique. Mais il se fait jouer sur le terrain par des ethnies interposées. Et c'est ce qui crée le chaos. C'est ce qui crée le problème. C'est les instruments, voilà, en fait. C'est ce qui crée le problème sécuritaire. Je dirais aussi. Oui. Il y a plus d'une centaine de groupes armés aujourd'hui dans la région et qui sont hétérogènes. Parce que chacun aujourd'hui s'est composé comme un groupe qui cherche une satisfaction. Une satisfaction plutôt pour une vie pour meilleure. Des velléités personnelles. Ça n'a rien à voir avec les approches politiques. Oui. C'est des gens qui veulent avoir de l'argent. Et donc, ils se sont intégrés dans des groupes de... Une forme de banditisme. Exactement. Et ce qu'ils ont comme ressources, ils vont revendre à des intermédiaires. Et cela a compliqué davantage les choses, parce que maintenant, on est arrivé au point de dire qui veut quoi, on ne sait pas. Oui, c'est vrai que... Parce que quand vous voyez, même après ces revendications de l'opposition, mais pourquoi qui sont les véritables revendications. Que veut le M23 que veut le Rwanda avec, par exemple, le M23 Est-ce qu'il veut une sécurité seulement pour les Tutsis Est-ce qu'ils veulent faire pression Ou est-ce qu'ils veulent exterminer le groupe des Hutus qui composent une menace qui compose maintenant une menace. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'autres groupes. Parce qu'on sait, par exemple, il faut se rappeler, par exemple, lorsqu'il y avait le génocide rwandais, par exemple, cette région même de Goma, il y avait les Maïma, il y avait les Banyamulenge, et on ne savait pas quel groupe appartenait à quelle dissidence. C'est-à-dire que c'est une région vraiment florissante en matière de groupes dissidents. D'ailleurs, Laurent Kabila, quand il a eu des soucis sécuritaires, il a fait appel à tous ceux qui soutenaient les Tutsis de la population contre les Hutus à un moment. C'est parce qu'il a été aussi aidé par le Rwanda, l'Ouganda, rappelez-vous, à un moment. Et après, il s'est retourné contre les Tutsis. Donc, pour dire qu'il y a de la manipulation dans l'air. C'est peut-être aussi revenir vers justement cette façon de manipuler aujourd'hui en Afrique, cette main étrangère, qu'on le veuille ou non, qui existe lorsqu'on sait qu'il y a des multinationales qui sont en train de sévir dans cette région, qui donc ont carte blanche dans cette région, lorsqu'on connaît toutes les richesses qui sont mises en jeu. Donc finalement, la stabilité dans cette région n'est profitable, absolument pas profitable à ces multinationales.
multinationales. Cela s'explique, je veux dire, c'est pas un secret, il faut vraiment pas faire saisir pour comprendre tout ça. Le problème, c'est que comment on en arrive là, c'est-à-dire diaboliser des ethnies et, si vous voulez, enjoliver une autre ethnie, c'est vraiment le discours colonial, et ça, c'est un petit peu les conséquences de ce discours colonial. Sinon, comment on se serait retrouvé avec des FDLR contre le Rwanda, pour la libération de tout le Rwanda, parce qu'on a diabolisé finalement les Hutus après le génocide. C'est vrai qu'il y a eu un grand travail de réconciliation, n'empêche que les clivages sont toujours là, Tutsi et Hutu. Vous savez, d'où tout ce flou autour de la question. Quand on fait une analyse, on l'a fait avec les éléments qu'on a entre les mains. Il se pourrait qu'on fasse des mécontents dans notre analyse, dans un clan ou dans l'autre. L'intérêt n'est pas de diaboliser un clan au détriment de l'autre. L'intérêt, c'est de comprendre, c'est de faire un diagnostic, c'est de faire donc un scanning sur toute la situation pour pouvoir dire quelles sont les véritables sources de ces mots et comment y remédier. L'intérêt est là pour faire comprendre aussi à tous ceux qui écoutent, ceux qui suivent cette question. Ça leur donne à réfléchir eux aussi, et chacun de son côté, ça peut être des forces décidantes. Mais ce qui est sûr, c'est que les plus grands perdants, ce sont les populations et les pouvoirs. Moi, je dirais les pouvoirs en place, parce que ils sont manipulés ou mis au placard ou mis à dos. La population. Voilà, donc la population. Et donc là, nous avons quelque part une conflictualité qui n'arrive pas à se prononcer et à apparaître d'une façon beaucoup plus claire. Parce que si la question a été clarifiée d'une façon, j'allais dire, à permettre l'ensemble des intervenants ou des médiateurs, là, je crois qu'on pourrait dire, vous avez raison, vous avez tort ici, vous avez raison, ou vous avez tort. Ça aurait été plus facile. Seulement que des éléments inconnus, des variables, j'allais dire des inconnus. Des équations, voilà, avec beaucoup d'inconnus. Des inconnus se sont immiscés dans ce conflit à le rendre opaque. Et malheureusement... C'est pas aussi inconnu que ça, quand même. Non, mais ce sont... Enfin, on les connaît, mais on les nomme pas, finalement. Oui, mais ça reste une inconnue, donc Oui, une inconnue voilà. à déchiffrer. Voilà, c'est-à-dire dans l'ombre, travailler dans l'ombre. Vous avez parlé tout à l'heure, Abdelkader Soufi, de la médiation donc algérienne, de la proposition, ou plus ou moins l'inquiétude de l'Afrique du Sud. Il y a également l'inquiétude de la Belgique qui vient de se faire, et qui donc non seulement demande à son Parlement de sommer le Rwanda de se retirer de la RDC, mais voudrait imposer non pas des sanctions, mais revoir l'aide qui pourrait aller vers le Rwanda. Est-ce que vous pensez que ce sont des procédés dissuasifs finalement pour empêcher le Rwanda d'aller encore plus loin dans cette partie de la République démocratique du Congo? Vous savez, pour moi, la Belgique a été le pays colonisateur. Mais cela ne peut pas lui donner pour autant ce pouvoir d'ingérence au Congo ou en Afrique, parce qu'il appartient aux Africains de régler leurs problèmes par eux-mêmes. Donc c'est un conflit africain. Il appartient à toutes les forces africaines d'œuvrer dans ce sens-là pour en découdre définitivement avec l'ingérence extérieure. Ces pratiques postcoloniales. Aujourd'hui, la position de l'Afrique du Sud avec celle du Zimbabwe, avec la SADC, avec d'autres pays, s'ajoute l'action de l'Algérie qui est très respectée en Afrique, mais qui a donné ses preuves aussi. Mais surtout qui s'appuie sur le droit international, sur la souveraineté. Et quand on dit sur la souveraineté, l'Algérie n'acceptera pas qu'il y ait une invasion d'un pays sur un pays tiers, donc une transgression des frontières. Donc je dirais que les Rwandais seront, dans cette proposition, obligés de quitter le territoire congolais, s'ils sont. Ensuite, il faut toujours avantager
la parole, le discours, le dialogue. De l'apaisement. Donc, non, mais le dialogue, du dialogue, Oui. jaillira, jaillit toujours la lumière. Oui. Et on peut faire des concessions, ça et là, jusqu'au point où on arrive à faire un consensus. Parce que le plus important, c'est pas important qui a perdu ou qui a gagné. Le plus important, ce sont les générations futures. C'est comment qu'on accepte avoir un point de départ clean. Et ce point de départ va donc remettre les pendules à l'heure et travailler ensemble. Les Rwandais ont besoin des Congolais, les Congolais ont besoin des Rwandais, les Africains ont besoin du Congo et du Rwanda, et vice-versa. Donc il faut penser plus donc, à être solide et uni que être dans la divergence, ce qui rendra justement ces pays-là faibles et fragiles, et on fera des proies à des prédateurs. Facile. Oui, alors juste pour conclure brièvement, Abdelkader Sofi, on a cité des exemples de pays africains qui se sont donc intéressés de près à ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, qui ont proposé aussi certains points de vue, je ne dirais pas des solutions, mais des propositions. Finalement, on revient à la si vous voulez, à cette fameuse phrase qui a été donc dite par l'Algérie, la diplomatie algérienne, c'est qu'au problème africain, les solutions africaines, puisqu'on a remarqué, plus il y a de facteurs exogènes, et moins il y a de solutions, et moins on voit un horizon clair. Moi, je crois que l'expérience algérienne, l'approche algérienne, elle ne vient pas du néant. Elle vient d'un vécu, j'allais dire, politique, social, sociétal et tout. Et c'est ce qui lui donne cet avantage de pouvoir remédier ou aider les frères africains, notamment du Congo et du Rwanda, les frères Hutu et Tutsi, à trouver un meilleur terrain d'entente et à faire évacuer la haine qui nourrit justement ce conflit. Et la concorde civile qui a été proposée par l'Algérie, d'ailleurs en Algérie, et ensuite a été proposée en Afrique du Sud, au Rwanda. Et là, il faut travailler dessus. Et je pense que les Algériens, aux côtés de la SADC, le AC, d'autres États tels que peut-être le Nigeria, l'Afrique du Sud, pourrait trouver une solution définitive. Une plateforme consensuelle. Ouais, voilà. Merci beaucoup, Abdelkader Sofi. Je rappelle que vous êtes notre consultant à Ifriqiya FM, que vous êtes également professeur universitaire. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Et merci à notre réalisatrice, Aïcha Ouamer, qui était derrière la régie. Au revoir.